Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, c'était plutôt un week-end de repos parce que j'ai quand même eu une journée de vendredi assez chargée avec des obligations familiales importantes. D'accord, ok. Alors, ce matin, on va parler de quoi? De fête de la musique ou bien d'actualité internationale? On va parler de l'actualité internationale, même s'il y a déjà une petite polémique en France concernant la fête de la musique, mais ça, on pourra en revenir à la fin de mes propos si tu le veux. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'une élection qui s'est déroulée vendredi dernier, donc le 18 juin, l'élection présidentielle en Iran. Alors, l'Iran, c'est un pays qui est situé dans le Moyen-Orient et c'est un acteur, c'est un mastodonte régional parce que c'est évidemment, si tu veux, le rival régional du géant qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Et puis l'Iran aussi, c'est un peu, si tu veux, la capitale mondiale du chiisme, qui est l'autre courant religieux le plus important derrière le sunnisme, qui est le courant majoritaire dans l'islam. Et ce qui est aussi intéressant dans cette élection, c'est qu'évidemment, le fait que l'on élise un président de la République, qui est quand même le chef de l'exécutif iranien, même si ses pouvoirs sont particulièrement limités par rapport à ceux qui sont concentrés entre les mains du guide suprême, mais l'élection présidentielle permet quand même de donner le pouls à un certain moment sur l'état psychologique des institutions. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'en Iran, l'élection présidentielle, même si le président n'est pas le seul à être élu au suffrage universel direct, mais disons c'est la plus haute autorité dans le pays à être élu au suffrage universel direct. Et donc, à partir du choix du président, et c'est le président qui en général parle avec soit les partenaires de l'Iran, soit donne la position, parfois contre les ennemis de l'Iran, et c'est lui qui il ne définit pas la politique iranienne parce que c'est dans les prérogatives du guide suprême, mais disons que c'est lui qui est chargé de mettre en musique, si tu veux en quelque sorte, la vision du guide suprême. Et donc, les qualités de l'homme vont aussi permettre de voir si, du point de vue des autorités iraniennes, il y a eu une ouverture. Quand on dit d'ouverture, c'est beaucoup plus un dialogue vers les pays occidentaux, d'une part, et puis un peu plus sur les libertés individuelles. Est-ce que le nouveau président va être favorable aux libertés individuelles, comme c'est le cas du président sortant, Hassan Rouhani, qui lui avait été élu il y a 4 ans avec deux promesses électorales. La première, c'était d'ouvrir un peu plus le dialogue avec les pays de l'Ouest, notamment en ce qui concerne le dossier nucléaire, qui est le dossier épineux des relations entre l'Iran et la communauté internationale. Et c'est pour cette raison, par ailleurs, pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran fait face à des embargos sur le plan économique qui asphyxient son économie. Et donc, on espérait, dans cette nouvelle élection, est-ce qu'on se disait, est-ce que les autorités iraniennes vont maintenir le cap en propulsant à la tête de l'exécutif une autre personnalité modérée comme c'était le cas d'Hassan Rouhani? Eh bien, il n'en fut pas. Ce n'est absolument pas ça, puisque les autorités en tête desquelles le guide suprême a peut-être décidé de reprendre la main en ce qui concerne le choix de l'exécutif, et donc a tout mis en œuvre pour que ce soit un de ses proches qui a été désigné. Donc sur à peu près les dizaines de candidats à cette élection présidentielle, eh ben, le Conseil des gardiens de la Révolution, qui est l'équivalent de la Cour constitutionnelle, a botté en touche l'ensemble des candidats modérés et a maintenu soit des candidats conservateurs, soit des candidats ultra-conservateurs. Et donc, c'est dans ces conditions-là aussi que déjà on voit un premier resserrement de la part des autorités. Et puis, la deuxième, c'est la manière dont s'est déroulées les élections. L'ensemble, il n'y a qu'un seul candidat qui a pu faire campagne normalement dans l'ensemble du pays, c'est Ebrahim Raïssi, qui était jusque-là le chef de l'autorité judiciaire et qui est considéré comme étant un proche de l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide suprême de la révolution iranienne. Et donc, au regard de tout cela, logiquement, donc, on savait que les dés semblaient piper et que le résultat du vainqueur était connu d'avance. Et c'est bel et bien lui, Ebrahim Raïssi, qui a obtenu plus de 17 800 000 voix sur les 28,6 millions d'Iraniens qui se sont
déplacés vers les urnes. Alors, 28,6 millions d'Iraniens qui sont allés voter, alors que le pays compte près de 60 millions d'électeurs qui ont entre 18 ans et plus, ça veut donc dire que le taux de participation était extrêmement faible. Les autorités l'ont estimé aux alentours de 48,8%, ce qui est largement en deçà du taux de participation il y a 4 ans, où 73% des Iraniens s'étaient déplacés pour participer à l'élection présidentielle qui avait vu l'élection de l'actuel président sortant, Hassan Rouhani. Et puis la deuxième chose, c'est le chiffre de l'abstention et des bulletins, pas le chiffre de l'abstention, c'est le chiffre, des votes blancs ou nuls qui a bondi. Il est à plus de 14% au cours de ce scrutin, alors qu'il y a 4 ans, c'était un chiffre qui tournait aux alentours de 3%. Donc, le taux des bulletins blancs nuls a aussi augmenté. Mais cela n'a pas empêché Ebrahim Raïssi d'être élu de manière quasiment, c'est une grande victoire. Il a fait plus de 63% des suffrages. Et ses autres concurrents, à savoir le général de division Mohsen Rezaï, qui était l'ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, qui est la branche armée idéologique de l'Iran, lui, il est venu en deuxième position avec seulement 11,5% des voix. Et en troisième position, on a un ancien président de la Banque centrale iranienne, Abdel Nasser Hemati, qui a, lui, reçu 8,3% de suffrages. Et enfin, le dernier député, c'est Amir Hossein Ghazizeh Machi, qui est Ghazizeh Hachemi, qui a reçu, lui, 3,4% des suffrages. Et donc, tout ça a laissé montrer que, évidemment, c'est un proche, un ultra-conservateur, qui, lui, est plutôt venu avec 2 slogans. Le premier, c'est lutter contre la corruption et lutter contre la corruption. Et deuxièmement, accorder du pouvoir d'achat aux familles les plus modestes qui subissent les doubles effets déjà de la crise qui est liée à l'embargo économique qui est causé par les Américains et dont l'Iran souffre depuis des années. L'embargo qui avait été très largement levé après que, en 2014, les Iraniens aient signé un accord avec les Occidentaux. C'était sous Barack Obama. Et en 2016, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il avait décidé de se retirer de l'accord du nucléaire iranien et de remettre les restrictions, donc l'embargo économique sur l'Iran. Et donc, cela avait de nouveau plongé l'Iran dans la crise économique avec une inflation qui était galopante. Et donc, pour Ebrahim Raïssi, il s'agit donc d'aider les couches les plus défavorisées, les couches sociales les plus défavorisées, qui en plus ont subi la double peine en quelque sorte avec les effets des mesures sanitaires liées à la crise de la Covid-19, où l'Iran était également un pays fortement touché. Maintenant, évidemment, grâce au soutien de l'allié russe et de l'allié chinois, ils ont pu aujourd'hui vacciner une grande partie de la population. Mais évidemment, il reste que le problème économique lié aux effets de l'embargo imposé par les États-Unis demeure. Et sur cette question, évidemment, Joe Biden ne s'est toujours pas expliqué clairement sur les relations qu'il entend mettre en place avec l'Iran, avec le retour dans l'accord du nucléaire iranien des États-Unis. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau une levée d'une partie des sanctions? Ça, évidemment, on attend de le voir dans les jours, les semaines à venir. Mais ce qui est inquiétant pour la région, c'est le fait que l'élection de cet ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi, va certainement accentuer les tensions avec 2 rivaux régionaux. 1, l'Arabie Saoudite. 2, Israël. Israël qui voit en l'élection d'Ebrahim Raïssi comme le choix du gouvernement iranien de relancer justement le projet de conception de l'arme nucléaire. Et donc pour les Israéliens, c'est un jour sombre pour cette région, puisque l'arrivée de M. Raïssi va certainement être l'occasion pour les Iraniens de tout mettre en œuvre pour essayer de se doter de l'arme nucléaire. Et on sait que Israël et les Occidentaux entendent mettre tout en œuvre pour que cela n'arrive pas. Et puis la deuxième chose, c'est que sur les questions des libertés individuelles auxquelles le président sortant Hassan Rouhani était particulièrement favorable, son successeur, lui, va revenir certainement en arrière sur ces questions-là. Lui, il est pour un rigorisme religieux, notamment ceux qui concernent l'application des lois religieuses, donc la charia. Et donc, tout ça laisse craindre que
le petit vent de liberté qui avait soufflé un peu sur l'Iran avec l'arrivée de M. Rouhani va retomber, la chape de plomb va revenir, et ça, évidemment, ce serait dramatique pour les populations iraniennes. Mais n'empêche que, une grande partie des Iraniens qui demeurent conservateurs et qui voient en M. Raïssi l'homme capable surtout de lutter contre la corruption, cette corruption-là qui gangrène l'administration, qui gangrène l'Iran, et surtout qu'avec les doubles effets de la crise du Covid et de la crise économique liée à l'embargo, la situation, c'est d'autant plus, le phénomène s'est d'autant plus amplifié. Et donc, pour Haïti, il s'agit d'abord de mettre un terme ou de lutter. Mettre un terme, c'est trop dire, mais disons lutter efficacement contre la corruption. Et évidemment, on sait qu'il va être beaucoup plus enclin à appliquer les décisions du guide suprême, qui est l'ayatollah Khamenei. Parce qu'il faut bien comprendre en Iran qu'il y a plusieurs institutions. Le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct, lui, c'est le chef de l'exécutif. Il dirige le Conseil des ministres. Il n'y a plus de Premier ministre en Iran depuis la modification de la constitution iranienne de 1989. Et donc, le président de l'exécutif dirige le Conseil des ministres. Mais il a des prérogatives qui sont constitutionnelles, qui sont très limitées. L'ensemble des prérogatives sont aux mains du guide suprême. Le guide suprême qui nomme les membres, les gardiens de la révolution, qui nomme les experts, le conseil des experts, qui est un peu un groupe autonome qui réfléchit sur les questions religieuses. On sait que le guide suprême est celui qui est au-dessus de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Et il faut aussi savoir qu'il est aussi le chef direct de toutes les forces de sécurité, les toutes de forces de sécurité et de défense, ainsi que les forces de renseignement. Toutes ces forces-là militaires ne sont pas placées sous l'autorité du président, mais sont placées sous l'autorité directe du guide suprême. Mais à côté de ça, il y a une armée parallèle qui est constituée par les gardiens de la révolution et les Pashradan. Donc ces deux groupes armés, ce sont un groupe religieux, et deuxièmement, c'est les Pashradan, c'est des milices populaires. Alors ces groupes armés religieux et ces milices populaires sont, elles, également placées sous l'autorité directe du guide suprême. Et il ne faut pas aussi oublier que en Iran, il y a également une institution qu'on appelle le Conseil de discernement des intérêts supérieurs du régime, qui est constitué de 34 membres, qui, lui, également est nommé par le guide suprême. Et enfin, il faut savoir que sur le plan de l'administration, on a une administration officielle, et on a aussi, à côté de ça, on a une administration, on va dire, civile, et à côté de ça, on a une administration religieuse. Et le guide suprême de la Révolution a un représentant dans l'ensemble des ministères, et il y a également un représentant dans l'ensemble des administrations qui sont parallèles à celles de l'administration publique. Donc c'est comme ça un peu que fonctionne l'Iran. Pour ceux qui n'y ont jamais été, un peu comme moi, mais ceux qui s'intéressent à la question de l'Iran, il faut bien comprendre que d'abord l'Iran, c'est une république théocratique. Donc ce n'est pas une république au sens où nous la concevons. Et donc il faut savoir que là-bas, c'est évidemment la religion qui est au-dessus de la Constitution. Et donc à côté de cela, donc, le guide suprême de la Révolution, qui est donc le garant du fonctionnement des institutions et le garant des intérêts, donc des intérêts du courant par rapport aux intérêts, si tu veux, divins, par rapport aux intérêts humains. Donc lui est garant de cela, et c'est comme ça que, évidemment, il faut comprendre ce fonctionnement-là. Donc cette élection, évidemment, on l'a vu dans les préparatifs et dans le déroulement, les autorités avaient tout mis en œuvre pour que ce soit un ultra-conservateur, quelqu'un qui soit proche de leurs idées, qui soit à ce poste-là, et assurément, ils ont atteint leur objectif avec l'élection de M. Raïssi. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on parlait de l'Iran dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.